Delta. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Aujourd'hui, vendredi 27 avril 2018, il est 20h et c'est l'heure de notre émission mensuelle 1, 2, 3 Soleil et c'est même notre émission à nous tous ici présents. 1, 2, 3 Soleil, c'est du direct, c'est tous les derniers vendredis de chaque mois, c'est des thèmes qui concernent la franc-maçonnerie, mais pas seulement, pour des auditeurs francs-maçons, mais pas seulement, des émissions à écouter, donc en direct, mais aussi et surtout en podcast sur notre site internet radiodelta.fr. Une vingtaine de podcasts téléchargeables, écoutables à souhait, chez vous, dans votre voiture, sur des thèmes aussi variés que l'islam et la franc-maçonnerie, ce que la République doit aux francs-maçons, musique et franc-maçonnerie, et bien d'autres encore à découvrir sur notre site. Vous êtes donc sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, et nous allons parler d'écriture. Nous allons parler d'écriture ce soir. Ah oui, alors je ne sais ni lire ni écrire, c'est une phrase du rituel qui évoque beaucoup de choses pour les francs-maçons. Eh bien oui, mais je ne sais ni lire ni écrire. Ah oui, mais alors pourquoi tous ces livres alors ? La franc-maçonnerie, on nous dit, c'est une tradition orale. On nous le répète sans cesse. L'histoire nous le montre. Et certains rites, en particulier les rites anglo-saxons, sont et doivent être appris par cœur. Il n'y a rien d'écrit, enfin en principe. Alors on répète à l'envi que le secret est indicible et donc difficilement transmissible par l'écrit. Qu'il ne faut rien lire avant de rentrer en franc-maçonnerie et qu'une fois qu'on y est, à part le rituel, ce n'est pas la peine de lire des livres et que d'ailleurs on ne sait ni lire ni écrire, je l'ai déjà dit. Bon, et pourtant, les salons du livre maçonnique se développent. Paris, Bruxelles, Ronchin, pour ne citer que mes préférés. Les éditeurs dits maçonniques se portent bien et je salue les équipes de Dervy, de Détrade. On trouve de tout dans la littérature maçonnique. On trouve des ouvrages historiques des plus généraux du genre l'histoire de la franc-maçonnerie, ou des ouvrages, voire plus confidentiels dans leur tirage que dans leur contenu, comme par exemple cet ouvrage, découvert récemment, qui traite du rôle du maillet dans le rituel d'ouverture du grade du rite écossais niortais entre 1830 et 1845, édition JJJ 2013, par un certain Jean-Jacques Jacquin. 5 ans de travail de recherche, 1 an d'écriture, 320 pages d'érudition qui n'intéresseront quasiment personne et qui finira au pilon. Citons également les livres qui décrivent mon expérience initiatique, ma vision symbolique, ma foi, ma croyance, ma vie, mon œuvre, moi et encore moi, avec un chapitre bien sûr sur l'humilité et la modestie. Citons ensuite les livres techniques destinés à expliquer la franc-maçonnerie aux profanes ou aux francs-maçons. Aux profanes, la franc-maçonnerie pour les nuls, bien sûr, dont je rappelle que les 100 000 exemplaires vendus m'ont permis d'acheter enfin l'appartement parisien dont je rêvais. Et il y a les livres techniques destinés aux francs-maçons à qui la loge a confié une fonction et qui se demandent bien comment ils vont s'en sortir. On a le guide du second surveillant à l'usage des paresseux, le comment devenir vénérable et surtout le rester, comment ne pas endormir la loge lorsqu'on lit une planche. Et puis il y a aussi les livres sur les symboles, mine d'or pour les auteurs et les éditeurs. Vous le savez peut-être pas, mais les francs-maçons et les francs-maçonnes font des planches sur des sujets qui les laissent souvent pantois. Alors le réflexe est alors de se tourner vers la librairie spécialisée la plus proche, Dervy, Détrade et les autres, pour trouver un livre dont le titre contient finalement le mot-clé de la planche. Ne souriez pas mes frères et mes sœurs, ne souriez pas, on l'a tous fait. Et nos bibliothèques regorgent de livres sur la symbolique de l'étoile flamboyante, sur l'équerre et le compas, sur la croix et l'épée, sur le delta rayonnant, des livres au contenu souvent décevant. Parce que si les francs-maçons lisent des livres sur la franc-maçonnerie, ils en écrivent aussi. Mais les écrire, c'est une chose. Les éditer, c'en est une autre. Les distribuer et les vendre, encore une autre. Sujet que nous aborderons avec nos invités. Dites-nous, Alain Jacques, c'est quoi un livre maçonnique avec toutes les guillemets que vous voulez bien mettre ? Vous disiez tout à l'heure que la transmission en maçonnerie se fait par l'oralité. Et pourtant, le premier livre maçonnique édité, il a été édité en 1730, la franc-maçonnerie disséquée. Disséqué, c'était intéressant comme mot, d'un auteur qui s'appelle Samuel Pritchard en Angleterre. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Donc il y a des milliers et des milliers de livres qui, depuis 300 ans, sont publiés sur la franc-maçonnerie. Et si secret il y a, il n'est évidemment pas dans ces livres,
bien que tous les rituels de la franc-maçonnerie soient publiés depuis 1730. En France, c'est à peu près 80 livres maçonniques qui paraissent par an. Alors, comment définit-on un livre maçonnique ? C'est soit un livre qui parle de l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est d'ailleurs la majorité des ouvrages. Ensuite, en seconde catégorie, vous l'avez dit, c'est tous les ouvrages qui prétendent expliquer la symbolique maçonnique. Et puis, en troisième catégorie, il y a les ouvrages moi, comme vous venez de le dire, hein, c'est-à-dire en fait, des témoignages sur ce qu'est l'expérience maçonnique. Marie-Françoise. Alors, si les pollens ambiants ne m'avaient pas cassé la voix, je vous l'aurais chanté comme Anne Sylvestre. On ne devrait écrire que des lettres d'amour. Et c'est vrai que nos boîtes à lettres recèlent plus de factures que de lettres d'amour ou d'amitié. Quant aux mails que l'on s'échange, ils sont généralement concis et limités à leur objet. Ne parlons pas des SMS, écrits le plus souvent dans une étrange langue phonétique. Voilà quelques réflexions que je me faisais il y a quelques jours en replongeant dans la correspondance entre ma très chère George Sand et son vieil ami Georges Flaubert. Ces deux-là échangeaient des idées absolument sur tout. Et dans quelle langue ? Une merveille, même lorsqu'ils ferraillaient ferme, tenant chacun sa position opposée à l'autre. J'avais été enchantée aussi par la correspondance de Baudelaire et plus récemment par la correspondance intellectuelle et amoureuse entre Albert Camus et Maria Casares. Alors, sans prétendre à leur talent, je doute que nos échanges, par ailleurs très amicaux, par mail ou sur Messenger, soient un jour publiés à la Pléiade. Qui écrit encore comme ça ? Pour nous, maçonnes et maçons, reste le plaisir d'écrire des planches. Mais pas pour une personne, ni pour un vaste lectorat de chez Dervy, par exemple, mais pour la petite trentaine de sœurs ou frères de notre loge. Des anciennes aux toutes nouvelles, je parle au féminin parce que ma loge est féminine. Donc plusieurs niveaux de connaissances et de réflexion. Un exercice de style codifié, pas plus de 15 minutes, le plus souvent 10, sur un thème symbolique ou sociétal, ou encore sur notre compréhension du sens des phrases du rituel. Ça commence par une recherche, des lectures, et pas que les auteurs cités tout à l'heure, de longues réflexions. Notre public à nous est restreint, particulier et exigeant, et tout ce qu'on explique, qu'on présente, doit pouvoir être entendu par les plus jeunes arrivés, les apprentis. On ne doit pas explicitement déborder du cadre du degré auquel on travaille. La planche doit bien cerner le sujet, lui donner un bon éclairage, apporter des connaissances et livrer notre interprétation personnelle, vécue, intime de la question. Alors, inutile, en 2 ou 3 pages, d'espérer faire un état des lieux encyclopédique. On aborde le sujet, on en développe certains aspects, on ouvre des pistes et surtout, on laisse du grain à moudre aux autres. Une vieille sœur, Fabienne Lécharpe, elle avait été initiée en janvier 23, m'avait dit un jour qu'elle préférait les planches qui ne permettaient pas de conclure définitivement sur un sujet, l'important étant le travail collectif de la loge, les interrogations lors du débat qui suit l'exposé et tout le questionnement avec lequel chaque sœur repart, s'enrichissant alors de nouvelles pépites. Pour chacune de nous, la préparation de la planche est un véritable travail en profondeur, en même temps qu'un plaisir, celui du cadeau que nous allons faire aux sœurs et aux frères. Les éclairer en se gardant de les éblouir. Et si ils ou elles manifestent leur satisfaction, c'est que nous avons bien compris leurs attentes. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je suis une serial plancheuse. Combien en ai-je présenté en 34 ans ? Vous finirez mal, Marie-Françoise. Je crois que vous finirez mal. Seul le grand architecte de l'univers doit en garder le compte précis. En tout cas, j'en ai tiré beaucoup de profit personnel, un infini plaisir et la satisfaction du partage avec mes sœurs et mes frères. Dans un tout petit village de Pologne, il y a un vieux rabbi qui va mourir.
Alors le plus jeune membre de la communauté le presse de laisser avant de disparaître un testament philosophique. Dans un râle quasi inaudible, le vieux rabbi murmure « La vie est comme une flèche ». Le jeune homme, heureux mais étonné, entreprend d'essayer de comprendre ce que ce grand sage a laissé comme témoignage. Il se met en route, il parcourt toute la Pologne, toutes les bibliothèques du pays, il consulte les érudits, il cherche la signification de cette révélation. Et puis au bout de quelques mois, il revient bouleversé. Il rend visite au rabbin, certes à l'agonie mais encore en vie. Et puis il lui dit « Rabbi, j'en ai voulu comprendre, qu'est-ce que vous aviez voulu les transmettre? Je l'ai voyagé, je l'ai étudié, je l'ai consulté les plus grandes sommités de le pays. Et voilà qu'est-ce que j'ai appris. La vie n'est pas comme une flèche. Expliquez-moi. » Et le rabbi, dans un dernier soupir, avec un dernier sourire, laisse échapper « On peut aussi le dire comme ça ». Parce que les mots ne sont qu'un écho du sens caché de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils tentent d'expliquer. On dit parfois si mal ce qu'on croit si bien penser. Les évidences sont trompeuses. Ceci n'est pas une pipe, est-il écrit sur une toile de Magritte qui, j'en aurais juré, semblait représenter cet objet. Mais ne peut-on pas aussi le dire comme ça? Comment croire que le chemin initiatique n'est qu'un long fleuve tranquille, si on oublie que, si tous les fleuves mènent à la mer, ils n'en sont pas moins constitués de méandres et de bras dangereux. Lorsqu'à y contempler dans leurs eaux notre propre image, on en oublie qu'elle n'en est qu'un reflet mouvant et éphémère que les courants déforment. Mais si je ne suis pas celle que je vois, suis-je celle que vous voyez? Mais que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Et si je n'étais que le courant qui me déforme? Et si je n'étais que la bête semblante immonde de la métamorphose de Kafka? Et si je n'étais pas celle que vous croyez? Notre civilisation est construite sur un meurtre fondamental, celui d'Abel par Caïn, mais aussi sur la confusion fondamentale. Isaac, aveugle, confond l'apparence de Ésaü et de Jacob pour accorder à celui-ci sa bénédiction. On connaît la suite. Si Jacob n'était pas celui que son père croyait, il n'en méritait pas moins sa bénédiction pour devenir, appelé à trouver dans la pierre de son sommeil l'éveil à la spiritualité. Tout dans nos rituels nous invite à dépasser les apparences, nos apparences. Notre recherche en maçonnerie ne tend-elle pas à nous amener à devenir celle ou celui que nous sommes? Si nous le sommes, pourquoi chercher à le devenir? À quoi serviraient toutes ces épreuves lors de notre réception s'il nous suffisait de nous contenter de nous croire la simple identité que nous déclinons lorsque nous frappons en profane la première fois à la porte du temple? Car nous ne sommes pas celle ou celui que nous croyons. Notre rituel nous engage dans une démarche d'avenir, de devenir, fondée sur le passé de notre être en mouvement. Comment dire et entendre dans ce qui semble un tel chaos, alors qu'on pourrait dire, à l'instar d'Héraclite, qu'on n'entre jamais deux fois dans le même soi-même? Notre partie visible n'est qu'une partie de nous-mêmes en progression. Il est bien difficile d'entendre et de déchiffrer notre réel, d'entreprendre la quête de la lumière à travers le prisme de la subjectivité, celle de nos métaux que nous avons bien du mal, en dépit de nos promesses, à abandonner. Le rituel nous propose de réaliser un impossible rêve, si nous voulons bien l'imaginer, et si nous voulons bien mourir à celle que nous croyons être et croire en celle que nous ne voyons pas. En écrivant ces mots, j'ai été prise de vertige, du même vertige que celui qu'on imagine pouvoir ressentir dans les hauteurs inconnues. Quel paradoxe que le vertige de ma matière! Faut-il que je m'élève pour espérer la stabilité? Mais vous, mes frères et mes sœurs, vous êtes mes voiles d'espérance. Vous êtes la fortune que m'offre votre fraternité, reflet de l'amour à la quête duquel nous voguons ensemble. Chaque tenue est un port, pour nous, marins de ce grand large inconnu. Nous chargeons notre barque de l'énergie que nous puisons dans notre rituel. Comme les marins du port d'Amsterdam, nous nous retrouvons pour pleurer sur l'humanité infidèle. Nous progressons dans le partage d'une même foi, d'un même amour, d'une même espérance. Et au nom de ces vertus, nous nous devons
de nous retrouver tels que nous sommes en train de devenir. Nous devons nous projeter dans l'autre, dans notre propre autre, et le recevoir au plus profond de nous, pour que se révèle dans le miroir suprême l'unité retrouvée. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante son tus huellas el camino, y nada más. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Toi qui marches, ce sont tes traces qui font le chemin. Rien d'autre. Ces quelques vers d'Antonio Machado nous donnent la mesure de la difficulté et du paradoxe de vouloir écrire sur l'initiatique, c'est-à-dire sur rien, sinon sur quelques traces en se retournant sur nos pas ou sur le reflet des étoiles dans la mer. Comment le faire dès lors que l'initiatique parle du chemin intérieur qui, lui, n'a pas de dessin précis et relève de la quête, de l'expérience personnelle, de l'aventure intime. C'est que nous sommes au cœur du voyage. Nouveaux Ulysses, spéléologues de nos inconscients. Écrire sur l'initiatique, c'est donc attester de soi, de nous, de moi, de notre propre expérience sur le chemin que nous sommes seuls à faire, à pouvoir découvrir et parcourir. Et dans cette itinérance, notre regard change. Certains critiques ont éreinté, il y a quelques années, Emmanuel Carrère, boudé par le concours pour son livre « Le Royaume », au motif qu'il ne parlait que de lui. Mais c'est justement ce qui me donne à moi envie de le lire. Parlez-moi de vous. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Pour que je puisse grandir avec grande paresse, aurait pu chanter Guy Béard. En fait, je crois que c'était Joséphine Baker, non? Et vous, déshabillez-moi, répondrait Gréco. Lecteur, hypocrite lecteur, écrire sur l'initiatique, c'est apporter une partie de son expérience personnelle, dans sa propre recherche individuelle, sans exhibitionnisme pour autant. Comme le rappelle notre rituel, nous ne sommes ni nus, ni vêtus. Pour écrire sur l'initiatique, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. Ainsi, tu seras le messager. Alors nous avons ce soir la chance d'avoir deux invités, deux auteurs, deux écrivains que j'ai présentés tout à l'heure. Il s'agit de Mitch. Bonsoir Mitch. Bonsoir, merci Et pour puis- l'invitation. Ah ben oui, en plus vous venez de loin, vous venez de Saint-Paul-de-Vence, c'est ça? Oui, juste à côté, oui, effectivement. Juste à côté de Saint-Paul-de-Vence. Et puis Seb Musset. Bonsoir Seb. Bonsoir. Alors nous avons deux auteurs. Je rappelle qu'ils ne sont pas francs-maçons, a priori je ne me trompe pas, vous n'êtes pas Non. francs-maçons, vous découvrez aujourd'hui ce soir... Totalement. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, ça prouve bien qu'on n'est pas obligé d'être franc-maçon pour venir participer, témoigner, raconter des histoires à ce micro. Et fort heureusement, car nous ne sommes pas forcément entre maçons. Et alors, sinon, on vous a invité ce soir, c'est parce que vous êtes écrivains, tous les deux. Vous avez publié des livres, des romans, essentiellement des romans d'ailleurs. Hein, les sexes électriques pour Mitch. Et puis le dernier roman de Seb Musset qui s'appelle L'Abondance. Alors, avant de vous poser les questions qui nous tracassent un peu ce soir, on a parlé d'initiatique, on a parlé d'imaginaire, on a parlé de monde maçonnique, et là on sort un peu de ce monde maçonnique qui nous préoccupe tous. Hein, quand on est franc-maçon, on adore parler de franc-maçonnerie, et on aimerait aussi essayer de comprendre, essayer de savoir, essayer de sentir un peu qu'est-ce qui pousse des personnes à écrire, qu'est-ce qui pousse les gens à se mettre sur un clavier pour exprimer ce qu'ils ont dans leur tête, que ce soit dans leur cerveau gauche, dans leur cerveau droit, et produire du texte qui va
faire de l'effet auprès des lecteurs. Alors, on a un lecteur ici, c'est Jean-François. Bonsoir Jean-François. Et je crois qu'un soir, vous étiez quelque part dans un TGV, et puis d'un seul coup, vous êtes rendu compte que dans les mains, vous aviez le livre de Mitch qui s'appelle Les sexes électriques, et ça vous a inspiré votre chronique. Merci Philippe. Oui, effectivement, accoudé au bar du dernier TGV en direction de Paris, j'attends le top du top de la cuisine française, mon sandwich SNCF offert par la compagnie. Car, à l'instar des avions long courrier, les TGV effectuent le trajet Paris-Bordeaux en 2 heures, mais remontent immanquablement en 4 heures, après quelques longs arrêts en rase campagne. Ce qui m'amène à cette interrogation, que font les conducteurs lorsqu'ils descendent du train ? Les notes cristallines de ma messagerie me tirent de cette profonde méditation. Ces mots apparaissent. Hello JF, à lire, et pour le 24, chronique de 3 minutes, bise, Gilles à la technique. Oui, on est comme ça sur Radio Delta, on est très directif avec nos chroniqueurs. Hein. Maintenant, t'arrêtes de rigoler, tu lis et tu chroniques. Diantre, j'appuie sur la pièce jointe et j'entends au même instant « Voulez-vous de la moutarde ?» Je lève les yeux. « Ah, vous êtes dans le commerce !» Ajoute la Marbaine en arborant un sourire amusé en regardant ma tablette. Effectivement, sur l'écran, s'affichait en gras et en large le titre du dernier roman de Mitch, Les sexes électriques. Volontairement, je passe sous silence ce grand moment de solitude où rejoins mon carré de 4 places, profitant de l'espace et du Wi-Fi. Je suis navré pour ce moment de solitude, vraiment. Je m'en excuse encore une fois. J'ai essayé de le faire à l'époque, mais je me réexcuse encore maintenant. Toute excuse. Paradoxe français, les trains font du surplace, mais le Wi-Fi transite et me permet de découvrir qui est M. Mitch sur www.mitch-auteur.com. Oui, c'est moi. Je qualifierais M. Mitch de couteau suisse artistique et de bourreau de travail. Auteur, acteur, photographe, plasticien, curieux. Plus de 50 articles de presse et de critiques de blogs, dithyrambiques pour 30 ans de théâtre, mais aussi de la mise en scène et le travail scénique de nombreux groupes de musique, des plaquettes pour plusieurs albums et pour finir, un nouveau roman, Les sexes électriques. Après le succès de son recueil de poésie intitulé Vide, plume d'or des 8 plumes de l'Express, Mitch, diminutif de Michel, jusqu'à preuve du contraire aussi, oui. Revient avec un roman présenté comme urbain et déroutant, Les sexes électriques. Récit pour lequel l'écrivain vient de recevoir les honneurs du coup de cœur du prix des auteurs inconnus 2017. Qu'est-ce qui fait que le matin vous vous levez en disant « Allez, je m'y mets, j'ouvre mon ordi, je me mets au clavier et j'écris ». Une grande frustration déjà, premièrement. La frustration de ne pas pouvoir amener mes acteurs et les acteurs, en tout cas en général, toujours là où je veux, déjà, premièrement. Donc, ils résistent. Voilà, ils résistent. Ah oui. Malheureusement, l'être humain résiste beaucoup. L'avantage de la fiction et du roman, c'est qu'on peut les amener vraiment là où on veut et ils résistent beaucoup moins. Il résiste beaucoup moins, mais en même temps, une fois qu'on a lancé des personnages dans une fiction, quelquefois, il y a des chemins qui sont tout tracés, non ? On arrive quand même à les diriger comme des acteurs qui seraient obéissants ? Quelquefois. Après, on se laisse dépasser des fois par certains personnages. Il y a des personnages comme le personnage central dans Les sexes électriques qui a fini par me dépasser, qui a fini par vivre presque sa propre vie. Mais oui, on arrive plus ou moins à diriger quand même ces personnages. En tout cas, quelquefois on arrive à bien les diriger, puis d'autres moins. En fait, il n'y a pas de règle. En fait, je crois que voilà, il n'y a pas de règle directe. Ah, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, en fait, j'ai envie d'écrire les livres que j'aimerais trouver chez les libraires. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez jamais trouvé de livre qui vous satisfaisait. Je vois que Seb hoche de la tête en disant oui, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais écrire ou j'essaye d'écrire ou j'écris des livres que j'aimerais trouver chez les libraires, que j'aimerais lire en fait. Oui, non, je trouve des livres qui me plaisent chez les libraires, mais je trouve pas toujours tous les sujets. Et puis il y a des sujets qui me touchent plus que d'autres. Les petits chefs, par exemple, j'aime bien travailler sur la bêtise humaine. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de fond et que certains creusent toujours, d'ailleurs. J'aime bien le problème entre autoritarisme et autorité, hein, ceux qui confondent souvent l'autoritarisme et l'autorité. J'aime travailler sur ce genre de choses parce que c'est sans fin, vraiment.
Et alors, en tant qu'auteur, vous êtes plutôt autoritaire ou autoritariste avec vos personnages que vous mettez en scène dans vos fictions ? J'essaye de faire autorité avec mes personnages, mais quelquefois je suis obligé d'utiliser un peu d'autoritarisme pour les cadrer. Ils sont durs, ils résistent. Ils résistent, quand même. Et alors, vous m'avez dit également, je vous ai posé la question, comment on... Pratiquement, techniquement, puisqu'on aime bien, on aime bien imaginer on a beaucoup de fantasmes sur les auteurs, sur les écrivains. On imagine qu'ils vivent dans un certain monde. Et comment ça se fait pratiquement ? Je sais pas. Est-ce que vous avez participé à des ateliers d'écriture ? Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Des écrivains qu'on connaît, hein, dont on lit quelques livres, nous expliquent qu'ils ont des rituels d'écriture. Vous écrivez avec des gris-gris. Il y a un café le matin sans sel, sans café. Ouais. Philippe Benamou, il écrit en kilt. Oui, c'est vrai, j'avoue. C'est son côté écossais qui ressort. Absolument. Non, j'ai pas de rituel. Mais après, ce qui est mon cas n'est pas forcément le cas de tous. Certains vont en avoir, d'autres pas. À titre purement personnel, et je n'engage que moi quand je dis ça, j'aime écrire dans l'urgence. J'aime l'écriture urgente. J'écris beaucoup sur mon téléphone portable, comme beaucoup de gens connectés aujourd'hui. J'écris beaucoup de notes, beaucoup de choses. J'écris entre deux clients, je peux écrire entre deux trains, je peux écrire... voilà. Puis je prends des notes, et puis après, je me pose et je finis par mettre tout ça en forme. Je vais reprendre une phrase de Hugo. Alors, je ne suis pas certain de la formulation exacte, mais si on veut parler de l'universel, il faut parler de son village. Et c'est ça. Moi, je suis un auteur du réel. Enfin, je me considère comme un auteur du réel. Hein. Je force personne à se mettre derrière moi, mais en tout cas, je me considère comme un auteur du réel. Et je trouve que c'est intéressant de partir de faits réels et réalistes, en tout cas. Donc oui, j'ai pu voir les petits chefs, oui, j'ai pu voir la tyrannie de l'emploi, la bêtise humaine qui se propage plus vite que l'intelligence. Oui, ça j'ai pu le voir et le constater, et c'est pour ça que je le décris, parce que j'ai dans le secret espoir, au-delà du divertissement premier, de faire réfléchir, éventuellement. Et vous arrivez à avoir de la tendresse pour ces petits chefs ? On va dire que pour le genre humain en général, je les aime et je les déteste avec autant de force et de conviction. Et quand on a préparé cette émission, alors moi je pensais qu'au départ vous étiez blogueur, puis ensuite romancier, c'est-à-dire on va dire écrivain pour faire ça. Et vous avez dit non, pas du tout. J'ai commencé à écrire des romans et puis j'ai construit un blog finalement pour faire connaître mes... C'était un dispositif marketing. C'était carrément du marketing, oui, bien sûr, on l'a tous fait. Non, enfin, moi j'ai commencé à écrire assez tard, à 30 ans passés, sans même espoir de me faire publier ou quoi. C'est-à-dire il y a 5 ans ? Non, il y a un petit moment déjà, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans même. Et donc c'était une écriture, il n'y avait pas une volonté de Goncourt, d'académie. En fait, ça s'est passé en plusieurs phases. C'est-à-dire que au départ, je suis cinéaste. Hein, j'ai fait des documentaires, des films pendant une quinzaine d'années aussi. J'arrivais un peu à la fin d'un parcours. Le métier était en train de changer, en train de s'ubériser. Enfin, ça me correspondait plus du tout. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu à des choses auxquelles je m'intéressais. J'ai commencé à lire surtout déjà, ce que j'avais pas fait jusque-là. Donc j'ai beaucoup lu pendant 1 an ou 2 ans. Et je me suis mis à écrire des choses sur la société, sur la politique, sur le monde qui m'entoure. Et de fil en aiguille, de note en note, au bout d'1 an, je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire une fiction autour de tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment totalement néophyte, donc j'ai commis toutes les erreurs possibles du parcours de l'écrivain. J'ai après ça essayé de me faire publier. Donc c'est quand même il y a une dizaine d'années, hein, donc l'auto-édition numérique n'était pas encore... c'est arrivé, c'est-à-dire que c'était juste les balbutiements, et donc je me suis, devant les refus des éditeurs tout à fait justifiés à la relecture de ce livre, j'ai décidé de me publier moi-même et de faire un petit plan marketing, en fait, de me faire connaître, puisque je sortais d'absolument nulle part, et en plus c'était un pseudonyme, donc je ne pouvais même pas bénéficier de ma carrière d'avant. Et j'ai fait un blog qui a d'abord été un peu une extension du livre, qui reprenait les personnages du livre, et qui a très très vite débordé.
sur la société, sur le pays, en plus c'était une période un peu charnière, c'était à l'arrivée de Sarkozy. Et à ma grande surprise, le blog a vraiment marché, c'est-à-dire qu'à décoller et a permis au livre d'être vendu. J'étais assez surpris d'ailleurs par le succès. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que le blog n'était qu'un dispositif marketing et qui a vite pris le dessus d'ailleurs sur le livre en fait, puisque ça a duré 5-6 ans à temps plein. Oui, je voulais intervenir parce que ce que dit Seb est fondamental. C'est ce qui différencie un écrivain d'un authentique écrivain. Tout véritable écrivain écrit, je dirais pas pour dépasser la mort, mais pour conjurer la mort. C'est, je crois, le mot le plus précis. Non pas dans une idée de postérité. La postérité littéraire est plus qu'aléatoire. Personne ne se souvient aujourd'hui des auteurs qui étaient le plus lus au XIXe siècle. C'était même pas Victor Hugo. Voilà. Tout le monde a oublié les auteurs du XIXe siècle. Non, ce que dit Seb est beaucoup plus profond que ça. Écrire, c'est vivre. Écrire, c'est fixer un instant de vie comme les entomologistes fixent un papillon sur le papier. Écrire, c'est choper un instant pour qu'il devienne éternel. Et c'est en ça que l'on dépasse la mort. Écrire, c'est vivre. Mitch. Je pense même que, je rebondis sur Alain Jacques, et je pense même que écrire, c'est rendre ses semblables immortels. Je pense. C'est-à-dire je pense que c'est pas nous qu'on rend immortels. On se rend pas vraiment immortels, comme le disait si bien Alain Jacques, qui se souvient des écrivains du 19e siècle qui étaient les plus lus. C'est pas nous qu'on rend immortels, c'est les gens que l'on couche sur le papier. Nous, en tout cas, moi, je me sens pas important face aux gens que je mets dans mes livres. Je ne suis qu'un auteur. J'ai écrit des mots, mais ces mots vont bien au-delà de moi. Moi, je ne suis que le simple auteur. Les mots vont au-delà de l'auteur et au-delà de l'écrivain, je trouve. Après, c'est encore une fois très personnel, mais... Non, c'est tout véritable écrivain pense et ressent ce que vous êtes en train de dire. Toute personne qui écrit, qui est publiée et qui ne pense pas ce que vous dites et ce que vous dites n'est pas un véritable écrivain. C'est simplement quelqu'un qui tourne autour de son nombril et qui fabrique et qui se masturbe les neurones, si je puis dire. Ça peut quand même faire plaisir. Viviane. Oui, moi je voudrais rendre un grand hommage à Seb et à Mitch, parce qu'ils parlent de leur envie d'écrire et ils parlent des livres qu'ils ont écrits. Or, aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Et là, c'est peut-être un peu la professionnelle que je suis qui intervient, mais pour avoir eu, non pas à côté de moi, mais en face de moi, des machines à écrire. Quand je dis des machines à écrire, c'est-à-dire des éditeurs qui prennent des thèmes de l'un, des mots de l'autre, et qui finalement, parce qu'ils sont des maisons d'édition qui vont faire vendre absolument n'importe quoi, fabriquent des produits marketing qui aujourd'hui sont les number one sur les listes des best-sellers. C'est pour ça que... Je n'ai rien dit, je ne me permettrai pas de donner des noms parce que moi je tiens pas à me retrouver devant les tribunaux en diffamation, mais je dis simplement que c'est ce qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça que de vous entendre parler de vos envies d'écrire et de ce qui vous amène à écrire, eh bien moi ça m'émeut beaucoup pour avoir eu en face de moi ces monstrueuses machines qui sont aujourd'hui, en 2018, à l'heure des blogs, à l'heure du net et à l'heure de toutes ces nouvelles technologies, les nouveaux produits marketing qu'on vend, parce que quand je dis vendre, c'est parce qu'on se fait de l'argent sur des choses qui ne sont absolument pas humaines et qui ne reflètent pas l'esprit de ceux qui ont voulu les écrire. Gilles. Oui, dans le même ordre d'idées,
nos deux auteurs que nous avons ce soir, il est vrai que ce sont des personnages atypiques dans le monde qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est vrai qu'on parle, on assiste à une déjection apocalyptique de mots, de phrases, de paragraphes, et tous ces gens-là qui sont derrière leur clavier, derrière leur écran, et qui balancent comme ça des phrases, ont peut-être l'impression d'écrire. Et ce sont peut-être parfois des hommes d'auteur, parce qu'on en voit qui ont envie ensuite d'aller un peu plus loin, et ainsi de suite, et qui écrivent des textes un peu plus longs, et ils ne voudraient mieux pas. Et donc de voir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes auteurs qui font l'effort d'écrire, avec les raisons qui les poussent et qui nous exposent ce soir et qui vont continuer à les exposer. Moi, je trouve ça très enthousiasmant et qui est complètement à contre-courant de ce qu'on a l'impression de percevoir du monde aujourd'hui qu'il n'est pas. C'est-à-dire un monde de la surfétitude, je dirais. Ouais. Si, on peut le dire. On peut le dire. D'avoir des vrais auteurs qui écrivent, qui pondent des livres, qui sont en papier ici, qui les vendent et qui en parlent avec la passion qui les anime. Moi, je trouve ça extraordinairement optimistique. Alors s'il y en a, c'est Gilles à la technique, merci Gilles. S'il y en a un parmi nous qui écrit et qui parle en particulier bien le maçon, c'est bien Jean Laurent. Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler. Voilà en quelques mots une phrase qu'il ne faut pas trop prendre au premier degré, comme le font malheureusement trop de frères. Il y a en effet ou sœur. Alors je vais dire frère, ça veut dire frère ou sœur, parce que sinon, alors vous direz ou sœur à chaque fois que je dis frère, comme ça. Il y a en effet qui ne savent ni lire, comme le rappelait tout à l'heure Alain Jacques, citant un ancien grand maître du Grand Orient de France. Il s'appelle Abbé. Oui, bien sûr, Abbé Productions. Je suis déjà adjoint au maire, président de la société de chasse, trésorier du Lons Club, agent immobilier. Tu ne penses quand même pas que j'ai le temps de lire les conneries qu'écrit Philippe Benamou ? Rétorque d'une voix de stentor, le vieux maître blanchi sous le harnais au jeune apprenti qui lui demande si c'est bien de lire la franc-maçonnerie pour les nuls. C'est authentique ça, Jean-Laurent ? Ah bah oui, évidemment. Ben si, vieux, je t'assure, tu devrais, je t'assure. Il nous faut les noms. Autre phrase que nos frères et nos sœurs ont entendue, je vais intervenir brièvement, je ne vais pas refaire la planche. Alors là, enfoncez-vous bien dans vos fauteuils, bien calés, car vous allez en avoir pour un moment. Mais le frère, donc, ou la sœur a raison, il ne refait pas la planche, relativement courte et bien écrite, mais ressasse pour la énième fois et bien plus longtemps que d'habitude ses éternelles obsessions. Car c'est bien connu, le franc-maçon est bien souvent la proie des idées fixes. Je suis un éternel apprenti, dit ce frère gonflé de son immodeste importance, tourné vers la colonne du Nord. En général, les yeux mi-clos, espérant ainsi donner une belle leçon d'humilité aux apprentis, qui ne sont pas là depuis assez longtemps pour apprécier comme il se doit la redondance de son propos. L'humilité étant une arme de séduction maçonnique de premier ordre, nous trouverons encore plus ce genre d'expression toute faite et toute fausse dans les loges mixtes, souvent de la part de frères venant de loges masculines. Les pauvres. On ne remercie pas en maçonnerie. Dit en général doctement le frère sachant, il y en a dans toutes les loges, tout en ajoutant immédiatement après, pourtant je tiens à remercier chaleureusement le frère X pour la qualité de sa planche. 1. Il n'a jamais été écrit nulle part qu'on ne pouvait pas remercier un frère en loge maçonnique. Pourquoi ne pourrait-on pas d'ailleurs ? Deuxièmement, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et ne pas dire simplement « Mon frère, je te remercie pour la qualité de ton travail que j'ai beaucoup apprécié. » Pour faire maçon, bien sûr. J'ai perçu mon salaire. Ne pas confondre avec l'augmentation de salaire. Donc j'ai perçu mon salaire, façon également ésotérique et plus courte, il faut bien l'avouer aussi, pour le frère visiteur, de dire que la tenue c'était vachement bien, qu'il est vachement content et qu'il reviendra nous visiter un de ces jours. Surtout s'il y a des grossesses. Augmentation de salaire. Faux ami. Tu n'auras pas un copec supplémentaire en gravissant l'échelle des grades maçonniques.
L'ordre maçonnique ne paie pas en argent comptant. D'ailleurs, il faut payer pour passer les Oui. grades. Ajoutez l'adjectif maçonnique. Georges Clemenceau disait qu'il suffisait d'ajouter le mot militaire derrière un autre mot pour en contredire radicalement le sens originel. Ainsi, la justice militaire, ce n'est pas de la justice, et la musique militaire, ce n'est pas de la musique. En est-il de même pour l'adjectif maçonnique ? La poésie maçonnique est-elle de la poésie ? L'histoire maçonnique est-elle de l'histoire ? Un roman maçonnique est-il de la littérature ? Cordonite. Expression commune visant à désigner les frères titulaires de charges ou de degrés maçonniques élevés par ceux qui voudraient bien être à leur place et qui ne sont pas, pense-t-il, reconnus à leur juste valeur. Et les sœurs. Et les sœurs, pareil. Ah oui, la cordonite. Un peu comme lors d'un accouchement, certains ont leur cordon égo-ombilical qui leur serre un peu trop fort le kiki. L'expression « le frère X souffre de cordonite aiguë » est en général employée par le frère ou la sœur qui a dit juste avant « je ne suis qu'un éternel apprenti ». Remarquez, ce n'est pas si faux que ça. N'ayant rien compris à la démarche d'élévation spirituelle progressive du rite, il ne prend les choses qu'au premier degré, où il restera toute sa vie, quelle que soit la couleur de son tablier. Tout petit dernier mot avant de vous quitter. Et, déjà vous remercier pour l'invitation, effectivement, qui m'a fait très plaisir. Mais je voulais dire aux auditeurs, vraiment, lisez. Lisez, s'il vous plaît. Pas forcément moi, lisez Seb Musset, lisez Philippe Benamou, lisez, ça suffira, lisez, je crois que tous les trois, on sera assez d'accord. Lisez parce que c'est refuser l'obscurantisme de lire. Voilà. Merci Mitch, ce sera la parole de la fin. Merci à nos invités, merci à Alain Jacques, merci à Mitch, merci à Seb Musset, merci à nos chroniqueurs, merci Jean-Laurent, merci Marie-Françoise, merci Patrick, merci Yann, merci Viviane, nos deux visiteuses, visiteuses derrière, merci à Lily, merci Jean-François, enfin merci à tout le monde, quoi. Merci à nos auditeurs de nous écouter toujours aussi nombreux. Et merci à Philippe Benamou. Remercier Gilles à la technique. Grand merci à Philippe Benamou. Voilà, merci à moi-même, merci. Nous vous retrouvons le dernier vendredi du mois de mai pour un sujet qui n'est pas encore défini, mais qui est défini d'ailleurs, je viens d'oublier, ça sera sur la musique. Et oui, on a déjà sur la musique, on refera une émission sur la musique maçonnique.